Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne, votre émission 100% foot et 100% Haute-Loire. De nouveaux invités à mes côtés que je vais vous présenter. Vincent Thierry qui était déjà là à l'émission précédente, Vincent Thierry de la Team Haute-Loire Football. Bonsoir Salut, Vincent. Salut, bonsoir à tous. À ma droite, le vainqueur du concours Facebook, Guillaume Roméas. Et j'ai également joueur de UFC Espalier. Bonsoir Exactement. Guillaume. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. François Falgon, correspondant sportif à l'Éveil. Bonsoir François. Salut Will, bonsoir à tous. Stéphane Pouzol, président de la commission des arbitres. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Tony Patreau, buteur du Puy-Foot. Bonsoir Tony. Et enfin, Pauline Ribert, joueuse de Saint-Vidal-Espalier. Bonsoir Pauline. Bonsoir Will, salut à tous. Nous allons évoquer forcément faire le bilan de la saison, de la mi-saison, puisque nous sommes au mois de décembre. Donc on va commencer forcément par le National 2 et le Puy-Foot qui réalise un très bon début de saison. On en profite, nous avons le buteur local, Tony. Tony, qualification pour les 32e, leader avec un match en moins. Tous les feux sont en vert pour le Puy-Foot. Oui, à l'heure actuelle, on a le bilan est forcément positif. Nous sommes leaders pratiquement à la mi-saison avec un match de retard en compagnie de premier. Et nous venons de qualifier. Parle un peu plus près du micro. Vincent, qui suit aussi l'actualité. Vincent, on avait évoqué l'année dernière la saison délicate du Puy-Foot. Cette année, c'est un pur bonheur. Ouais, on va pas vivre le même stress, on va dire. L'année dernière, on stressait pour presque la relégation. Là, cette année, on va avoir l'excitation d'il y a 2 ans, où il y avait ce mano à mano avec Grenoble. La saison est encore longue, mais on espère vraiment que ça va durer le plus longtemps possible, parce qu'on aime voir le Puy en haut de cette poule de N2. On adore ça. Stéphane, un mot aussi sur la saison du Puy-Foot, parce que je sais très bien que tu suis aussi l'actualité. Oui, je suis la saison. Je suis très content pour le Puy, ce qu'ils réalisent pour le moment, c'est bien. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer dans la deuxième partie de saison. François, qui suit tous les matchs à domicile du Puy-Foot, par rapport à la saison dernière, cette année, c'est vrai qu'on évoque souvent en off à la fin des matchs, on vit quand même une belle saison. Oui, c'est sûr, on vit une belle saison. Après juste une petite défaite inaugurale, la suite est très prometteuse. Et on espère que la seconde partie de cette saison sera du même acabit que la première. Tony, on en profite, on va faire un petit focus sur toi. Tony, tu vas avoir 33 ans. Tu es issu, on va dire, du bassin méditerranéen. C'est ta 3e saison au Puy, tu as 10 buts inscrits au compteur. Ton meilleur score, je crois, c'est 21 buts pour la saison 2010-2011 avec hier. Donc là, tu es sur les bases pour le battre. J'ai envie de dire, ta 3e saison, finalement, c'est la meilleure, au Puy-Foot, non? Oui, actuellement, ma troisième saison est la plus prolifique, on va dire. Voilà, les 2 premières saisons, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment la première où je suis arrivé assez blessé. Donc j'avais raté les 8 premiers matchs de championnat. Et la deuxième saison où j'étais suspendu, donc j'ai raté les 5 premiers matchs, donc c'était assez compliqué. Et on va dire que la troisième sera peut-être la bonne et la meilleure. Alors, Tony, j'ai vu que tu as fait quasiment toute ta carrière en National 2, enfin CFA à l'époque. Tu as fait environ 250 matchs, 100 buts marqués, enfin, c'est incroyable honnêtement. Tu n'as jamais eu la possibilité d'évoluer au-dessus, ou c'est un choix, ou ça s'est pas présenté Moi, j'ai eu assez souvent l'opportunité de partir jouer en National 1. Et après, voilà, comme ma compagne vit dans le sud et que j'ai pas préféré prendre le risque de partir tout seul parce qu'elle avait son travail, elle avait un assez bon travail, donc j'ai préféré rester à proximité de Lyon pour pouvoir rentrer assez souvent. Donc voilà, j'ai refusé pas mal de clubs de National. Et après, moi, je suis très heureux en National 2 et voilà, si j'arrive à atteindre le National 1 avec le Puy, ce sera le top. Guillaume, des stats impressionnantes, hein? Ouais, franchement, pas mal. J'ai l'occasion de le suivre de temps en temps. J'ai quelques collègues dans l'équipe et sacré buteur. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait à 25 ans. Ça devait être costaud quand même. Ah, parce que tu penses qu'à 33 ans, et ça donne moins? C'est pas pareil. Il est plus vers la fin que voilà, mais c'est pas mal. Franchement, des bonnes stats. Pauline, est-ce qu'on suit, en tant que joueuse féminine, est-ce qu'on suit l'actualité du club phare en senior masculin ou sans plus, on suit mais de loin, comment ça se passe? Est-ce que les filles vous en parlez ou pas du tout? Alors on suit un peu plus l'équipe féminine du Puy, hein, en effet, mais après c'est vrai qu'une affiche comme celle qu'il va y avoir prochainement contre Nancy, je pense qu'il y aura pas mal de spectatrices féminines au bord de la touche, et moi la première. Justement, 32e de finale contre l'AS Nancy-Lorraine. La dernière, vous avez perdu à Colomiers, vous avez perdu au penalty. Enfin, une belle affiche, j'ai envie de dire, une belle affiche au Puy, ça fait des années. Alors nous, pour les Poneaux, on n'a pas connu une très belle affiche depuis des années. Le fait de recevoir aussi à la maison, Tony, c'est un vrai plus de recevoir l'AS Nancy-Lorraine, pensionnaire Ligue 2? C'est important de pouvoir recevoir à la maison. Voilà, c'est ma première année au Puy, j'ai jamais reçu à domicile. Donc là, on prend une équipe de deuxième division, c'est une belle affiche. Donc je pense qu'il y aura du monde au stade le samedi 5 janvier. J'espère
qu'il y aura du monde au stade samedi 5 janvier et qu'on pourra faire l'exploit. D'ailleurs, bon, le match devrait se jouer certainement à Brive-Charensac, hein, à confirmer par la Fédération française de football. Tony, quel niveau tu as été le plus loin en Coupe de France? Tu as été jusqu'à quel tour? Je vais rentrer en deuxième l'année dernière. Ah bon? Donc j'ai jamais fait de parcours en Coupe de France, donc voilà, je suis vraiment content d'arriver encore une deuxième fois en 32e. Et pourquoi pas passer ces 32e. Ah, comme quoi, tu vois, à 33 ans, on a encore, il a encore des objectifs. Hein. T'es en fin de contrat? T'es en fin de contrat, 33 ans. Est-ce que du coup, on y pense ou pas? Parce que c'est dans 6 mois. Est-ce que tu dis, bon, j'aimerais continuer l'aventure? Forcément, si l'équipe évolue en National 1, tu es dans cette réflexion ou pas du tout? Tu prends les matchs au jour le jour? Non, franchement, je pense pas à ce contrat. Franchement, je vis au jour le jour. Donc voilà, on sait qu'on a une saison palpitante à faire. Donc voilà, pourquoi pas jouer à la montée. Donc après, si on venait à monter, j'ai une année automatique. D'accord. Comme ça, la question ne se posera plus. Et après, voilà, on fera un bilan en fin de saison avec le staff, le coach et la direction. Voir s'ils veulent continuer avec moi ou pas. En tout cas, moi, je me sens très bien depuis. Et si on va continuer l'aventure ensemble, on fera il y aura beaucoup de... Vincent, 32e de finale contre l'AS Nancy-Lorraine. Si ça se joue à Brive-Charensac, honnêtement, ça sent le traquenard ce truc. Ça sent le traquenard, mais comme tu dis, déjà ça sent la très belle affiche. C'est un club quand même emblématique, hein, Nancy. C'est peut-être pas l'Olympique de Marseille ou la SS qui était dans le même chapeau. Ça reste quand même un club emblématique, et comme tu dis, on n'a quand même pas été très souvent habitué à recevoir des clubs professionnels au Puy. Là, en l'occurrence à Brive. Ouais, surtout quand on sait que ça nivelle les formations, hein, la Coupe de France. Le Puy, ils ont eu certaines difficultés contre des équipes inférieures. Là, ce sera le Puy l'outsider. Nancy n'est pas dans une dynamique exceptionnelle, alors que le Puy, on l'a dit, c'est plutôt... voilà, la cote est presque plus pour le Puy. Mais en tout cas, ouais, on sera autour du stade et on fera du bruit, c'est sûr. Stéphane, quand on est arbitre, est-ce qu'on a aussi des désignations par rapport à la Coupe de France? Comment ça se passe ces désignations? Est-ce que toi, par exemple, tu as arbitré jusqu'à quel tour? Moi, j'ai arbitré jusqu'au 8e tour. Voilà, donc maintenant, les arbitres de ligue, en général, c'est jusqu'au 6e, voire 7e pour certains. Après, ceux qui sont candidats à la fédération, ils arrivent à aller jusqu'au 8e. Mais après, voilà, après le reste, c'est réservé aux arbitres fédéraux. D'accord. Et un petit mot sur l'affiche contre Nancy-Lorraine. Est-ce que Nancy qui est en difficulté en Ligue 2, hein, rappelons-le. Oui. Le Puy qui est leader, on se dit, bon, finalement, pourquoi pas? La Coupe de France, on voit chaque saison qu'il y a des surprises. Donc j'espère que pour cette saison, c'est le Puy qui va créer une autre surprise. En tout cas, je leur souhaite plein de réussite. En tout cas, on l'espère avec un doublé de Tony. De Tony, ça serait excellent juste après les fêtes. C'est parfait pour mettre en condition. Je vous propose de passer au niveau suivant. On va basculer sur la régionale 1 avec donc 4 équipes qui postulent justement. Pas qui postulent à la montée parce qu'on va dire qu'il y en a 2 ou voire 3. Mais Vincent, 4 équipes dans les 5 premiers, honnêtement, c'est incroyable. Incroyable, je crois que c'est le mot. Après, on connaît le niveau R1, l'exigence que ça demande. Ça veut dire aussi que les clubs de Haute-Loire, et on en avait parlé la dernière fois, on savait qu'ils étaient armés, après on ne savait pas s'il y avait vraiment des ambitions de monter. Ouais, 4 clubs, alors il y a des mini-surprises, hein, parce que il y a Espali qui perd quelques points, il y a Blavozy qui se retrouve 3ème, alors que je pense pas que l'objectif des hommes de Mathieu Boyer, ils auraient signé tout de suite, hein. Ouais. Mais se retrouver 3ème. Il y a le Puy qui est un abonné de la première place et qui en plus est dans du coup le même tempo que la une, et ça je trouve ça vraiment formidable d'avoir une équipe réserve à ce niveau-là quand on sait que la une est aussi première en National 2. Il faut rappeler que si l'équipe 1 grimpe en National 1, National 1, l'équipe 2 peut grimper en National 3. Ouais, c'est important de le souligner. Et là ce serait aussi incroyable comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on serait vraiment sur une saison magnifique pour le Puy. Et puis il y a Velay Foot, Velay Foot c'est un habitué même s'ils sont un peu dans le creux de la vague là au mois de décembre, il ne faut pas oublier le début de saison qu'ils font vraiment canon, hein. C'était la meilleure défense. Et voilà, là ils rentrent un petit peu dans le rang, mais ils sont quand même positionnés. Donc ça promet, je pense, une très très belle deuxième partie de saison en tout cas. Guillaume, joueur d'Espali. Forcément, tu regardes les matchs du FC Espali. Un petit coup de moins bien, tu penses qu'ils vont rebondir sur la deuxième partie de saison avec chose importante, l'arrivée du nouveau stade, la nouvelle tribune, nouvelle pelouse. Oui, tout le club l'attend, et après pour Espali, malheureusement, il y a pas mal de blessures, des suspensions aussi, et c'est préjudiciable. Après, à mon goût, il y a une équipe comme Polignac qui pratique le plus beau jeu de R1 aujourd'hui. Donc c'était mon favori pour la montée. Après, j'espère quand même que Espali va se rattraper sur la deuxième partie.
on verra. Ça va faire plaisir à Stéphane, parce que Stéphane est un peu plus proche de Velay Foot. Oui, je suis un peu plus proche de Velay. Bon, c'est vrai que pour le moment, ils ont un passage vide. Malheureusement, je n'ai pas la chance de pouvoir les voir souvent jouer. Mais bon, j'espère que la deuxième partie de saison, ils vont redresser la tête et pourquoi pas essayer de jouer le premier rôle. Tony, quand on est joueur du Puy-Foot en National 2, est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui se fait? Alors, forcément, l'équipe de Dupuis, bon, tu dois certainement t'y intéresser, mais est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui se fait autour avec les autres clubs, ou de loin, ou pas du tout aussi Non, c'est l'actualité, forcément. Bon, avec la réserve du Puy, on est dans la donc forcément, on regarde le championnat. Après, on sait voilà, que l'équipe de Belgique, de la Belgique, donc voilà, on est attendu complètement. Et voilà, on est super content que la réserve soit leader. Et après, voilà, si une équipe du bassin pouvait accéder au National 3, ben, on serait content. On va parler un petit peu rapidement de la R1 féminine. Pauline, c'est toujours la bagarre entre, on va dire, le Puy et Saint-Julien. D'ailleurs, le Puy Saint-Julien a gagné récemment au Puy-Foot, qui était vaincu à domicile depuis quelques temps. On regarde ces matchs entre ces deux clubs? Oui, bien sûr, hein, quand on peut, parce que bon, on est aussi, pour la plupart, bénévoles dans nos clubs respectifs. Donc, quand on a la possibilité de pouvoir aller voir des matchs, on essaie de les suivre. Notamment que on se connaît plus ou moins toutes quand Bien même sûr. dans le football féminin. Et nous, on a une ancienne joueuse de Saint-Vidal qui évolue à Saint-Julien. Donc, on essaie de se tenir au courant. D'accord. Rapidement, un tour de table. Est-ce que vous pensez qu'il y a un club parmi les 5 qui va monter en N3 ou pas? Vincent? Ou pas? Alors moi, mon souhait, ce serait que ce soit le Puy, parce que ça voudrait dire que la une est en N1 l'année prochaine. Les plus armés, je rejoins Guillaume, c'est Velay Foot au niveau du jeu. Malgré la période un peu compliquée qu'il traverse, voilà, si j'avais une pièce à mettre, ce serait Velay Foot. François, rapidement? Je suis un peu du même avis concernant Velay Foot. Pour moi, l'équipe qui va monter, c'est celle qui va négocier au mieux tous ces derbys. Tony, forcément une préférence pour le Puy. Oui, forcément. Si, Ça veut dire que toi, tu serais en National 1? Exactement. Si l'équipe 1 arrive à accéder au National 1, ben, on aimerait que la réserve aussi accède au National 3. Après, si ce n'était pas le cas, ben, on aimerait qu'une équipe du bassin du Puy monte en National 3. D'accord. Guillaume? On connaît la réponse. Ouais, mais comme Tony l'a dit, tant que c'est une équipe du bassin du Puy, c'est l'essentiel. Je pense que pour progresser, pour faire progresser le football altiligérien, ça serait important. Stéphane? Oui, j'aimerais bien que ce soit une équipe du département, mais bon, après, il ne faut pas que les équipes du département s'affrontent entre elles pour laisser la place à Volvic, quoi. C'est ce que personne souhaite. Alors, oui, j'espère que ce sera quand même quelqu'un du département. Pauline, une préférence? Pas spécialement. Après, voilà, je rejoins tout le monde. Ce serait bien que ce soit une équipe du département qui puisse prendre la tête. C'est sûr que ça serait championnat. extraordinaire d'avoir une équipe en National 3, Ouais. National 1, ça serait vraiment incroyable. Bon, on va passer donc à sujet, pas sujet suivant, au sujet suivant, mais au niveau suivant, c'est-à-dire Régional 2. Régional 2 qui compte donc deux poules, la A et la B, où nous avons forcément des représentants. Donc la poule A, où il y a deux promus, nous avons et Langogne et Voray, avec Vergonjon. Justement, Vergonjon qui a réalisé un bon départ, qui est dans le trio de tête. On peut voir notamment par rapport au classement, dans le trio de tête, qui est pas loin du trio de tête. Ils sont on va dire à 4 points de la tête. François, Vergonjon, c'est vrai que c'est un club qui est plus près du Puy-de-Dôme, mais finalement ils sont là, ils font leur job. Hein. Vergonjon, c'est un club qui est monté il y a 2-3 saisons, un club du bassin minier, voilà, qui a des objectifs intéressants, qui a un groupe intéressant et qui travaille bien. Donc ils ont le bassin de Clermont, bassin de population, bassin de joueurs aussi également, ils doivent s'en servir. Donc c'est une équipe qui réalise un début de saison intéressant effectivement. Ouais. Les promus, Voray qui tient très bien, qui a un milieu de tableau, qui à mon avis va se maintenir assez facilement. Et Langogne qui a eu un peu plus de difficultés, mais on voit sur la fin là, ils ont bien réagi malgré qu'ils ont pas mal de blessés. Stéphane, Langogne finalement qui a une belle jeunesse et qui à mon avis, est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir se maintenir en R2? Langogne, oui, je leur souhaite. C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison difficile, mais là ils ont l'air de redresser un petit peu la barre. Donc oui, j'espère pour eux que la deuxième partie de saison sera meilleure que pour le moment. La poule B. Alors la poule B, nous avons Monistrol et Brioude. Alors Brioude, c'est vrai que on pensait sur l'année dernière qu'ils allaient franchir encore un palier, qui allait, pour moi, je sais pas, mais pour moi c'est peut-être une équipe qui mérite d'être en R1. Guillaume, ton avis sur l'US Brioude, club phare du Brivadois quand même. Ouais, c'est une grosse équipe, ça fait un moment qu'ils vaguent sur la R3, R2, et il y a des super joueurs, j'en connais quelques-uns, et ouais, ça serait bien qu'ils soient R1, parce que de ce côté-là, c'est vrai qu'on n'a pas d'équipe en R1, et ça serait pas mal pour eux.
Et rappelons que c'est la seule équipe à avoir 2 équipes en Ligue 1 en Haute-Loire, hein, puisqu'ils ont leur équipe une qui est en R2 et leur équipe, leur équipe une qui est en R2 et leur équipe 2 qui est en R3. Chose à signaler, et joli parcours justement aussi des jeunes en Gambardella. Donc ça montre que derrière, il y a des jeunes. D'ailleurs, 95% de l'effectif de la R2 est issu de la formation brivadoise, hein, François. Oui, c'est ça, effectivement. Comme Monistrol, où beaucoup de jeunes tapent à la porte de l'équipe première, et ce qui va peut-être leur permettre de sauver leur tête en deuxième partie de saison, je pense. Justement, parlons de Monistrol qui est actuellement relégable. Alors ça, c'est très étonnant, qui est champion Haute-Loire, hein. Ils viennent de remporter la coupe d'ailleurs contre Velay-Foot. Est-ce qu'ils ont du mal à digérer, Stéphane? C'est le changement de coach, champion, le groupe n'a pas énormément bougé d'ailleurs, hein. C'est étonnant. Je pense que le plus difficile, ça a dû être le changement de coach. Après, il faut que les joueurs se réadaptent. Il y a eu quelques départs. Après, je ne connais pas forcément l'équipe, mais bon, là aussi, j'espère que la deuxième partie de saison sera beaucoup plus favorable pour eux. On a l'impression que c'est une poule quand même qui est très homogène, hein. On a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, tout le monde peut battre tout le monde. Oui. Dans cette poule, c'est vrai que c'est très serré. Après, on voit comme le promu Saint-Germain-des-Fossés qui apparemment s'en sort pas trop mal pour le moment. C'est une équipe très solide pour l'avoir fait la saison dernière. Bon, cette année, je ne les ai pas arbitrés, mais la saison dernière, je les ai arbitrés plusieurs fois et c'était vraiment solide. Donc, vu leur classement, je pense qu'ils ont gardé leur effectif. Et puis voilà, bon, après, Monistrol, j'espère qu'ils vont réaliser une bonne deuxième partie de saison aussi. On va basculer sur le Régional 3. Alors, Régional 3, nous avons 8 représentants qui sont répartis sur 3 poules, la A, C et D. La poule A, c'est Chadrac qui mène le bal. J'ai envie de dire, Pauline, Chadrac, je sais que tu as des affinités, tu dois être contente. Bien sûr, oui. On espère une montée cette année, hein. Voilà, ils ont eu une année un petit peu difficile l'année dernière et je pense qu'ils ont toutes les qualités sportives pour pouvoir maintenir cette première place et accéder à la montée. C'est vrai que c'est un nouveau cycle, Guillaume, un nouveau cycle pour Chadrac, nouveau coach, de nouveaux joueurs. On sent que voilà, il y a un nouveau cycle qui est reparti avec un nouveau, on va dire, un président aussi qui vient d'arriver. On sent qu'ils veulent repartir de l'avant et honnêtement, ils ont toutes les armes pour remonter en R2. Oui, après je fais confiance à Focrest qui a repris le club et je pense que ça devrait faire pour Chadrac cette année, c'est costaud. On l'a vu sur le derby contre Brive. C'était un beau match et puis je leur souhaite de continuer, de monter. Ça sera pour cette année, je pense. Justement, François, Brive, on a l'impression que c'est un peu le poulie d'or de la R3, quoi. Ça fait quelques années que Brive tape à la porte, effectivement. Il y a toujours un cas d'or dans la poule où ils sont, qui domine. Et là, cette année, ils sont tombés sur Chadrac. Ils se sont inclinés la dernière fois sur la plus petite démarche, mais c'est une équipe qui travaille avec Thierry Bouquet à sa tête, une équipe de jeunes donc qui fait du bon travail avec une réserve qui suit également. Des jeunes qui sont aussi dans les catégories régionales, donc c'est un club qui avance et c'est sans doute la jeunesse du club qui va permettre de gravir cet échelon par la suite sans doute. Basculons sur la poule C où, on va dire qu'une fois n'est pas coutume, Suclignon est leader. Suclignon leader à la trêve, on va dire, c'est presque logique. C'est normal. Par contre, deuxième partie de saison, comment ça va se passer, Vincent, cette fois? Moi je leur souhaite que ça se passe bien. Parce qu'en plus ils ont creusé un peu l'écart. Il y a eu des saisons où ils étaient leaders mais il y avait des matchs en retard, il y avait des équipes qui se sont réveillées sur la fin de parcours et puis eux bizarrement qui perdaient des points. Là ils ont le mérite d'avoir fait le trou parce qu'ils ont quand même 5 points. Donc ils passent leader. Dont un point de pénalité. Dont un point de pénalité. Pour un retard de paiement à la Ligue, alors ça aussi, on ne reviendra pas dessus. Ouais, mais bon. on reviendra pas dessus. Mais c'est vrai que sportivement, ils impriment le rythme. C'est-à-dire que quand leurs adversaires directs perdent, eux prennent des points. Ce qui n'était pas forcément le cas les autres années. Donc forcément, l'écart se creuse. Et puis il y a aussi le fait d'avoir battu Issoire. Issoire qui, un peu comme Brive, est le prétendant tous les ans à la R2. Il arrive pas trop. Là on se dit mince, Suclignon tombe dans la poule de Issoire, c'est pour Issoire. Et ils viennent prendre 3 pions à Saint-Jean. Enfin à Saint-Maurice. Donc s'ils continuent, s'ils arrivent à être réguliers, parce que vraiment la clé d'une montée, tout le monde le sait, c'est la régularité. Bien sûr. C'est vraiment c'est prendre les points quand il le faut, surtout dans les mois comme ça, là, le mois de décembre, quand on rattaque au mois de mars, c'est là que vraiment il faut réussir à faire le trou. Je pense que PN a peut-être trouvé la bonne formule, et puis je rejoins un petit peu ce qu'a dit Steph tout à l'heure, ils ont récupéré quand même Martorell aussi à Monistrol. Oui. Et récupérer Martorell, c'est un vrai plus, faut pas se le cacher, c'est un vrai plus, d'autant qu'il est passeur, il est buteur. Bien sûr. Allez, moi je mets une pièce cette année sur l'USSL. Guillaume, le promu Loud, qui s'en sort bien, hein, qui a eu un début. Alors, Tony Truand contre Nord-Lozère, qui a mis, je crois, 7 pions. Derrière, petit coup de moins bien. Mais là, ils ont bien repris. Ça y est, là, ils sont bien partis dans la saison. Je pense qu'ils vont quand même se maintenir, non? Ils ont récupéré quelques jours d'expérience, donc
Ça devrait le faire, après c'est compliqué dans ces poules-là, c'est assez homogène, on voit au niveau du classement, c'est un peu comme l'AR1, on va dire, tu peux rapidement être en haut, rapidement être en bas, c'est compliqué, il faut rien lâcher, après il y a des périodes de trou, et il faut bien les gérer, et c'est sur ça que se fait la saison, je pense. La poule C toujours avec Brioude, l'équipe Red Brioude qui est un peu plus en difficulté. Bon, je pense que la Gambardella a terminé, ils vont pouvoir alimenter cette équipe 2 et je pense qu'ils vont à mon avis se maintenir. Stéphane, Brioude normalement oui, j'espère, oui, normalement s'ils récupèrent quelques jeunes qui vont jouer la Coupe Gambardella, je pense que les résultats devraient pouvoir suivre après. D'accord. La poule D, alors la poule D, la particularité c'est qu'il y a des équipes de la Loire qui ont rejoint notre championnat entre guillemets auvergnat. Et bah, les 2 équipes sur 3 mènent aussi le bal, hein, avec l'Etra et la Talaudière. Et nous avons Rotournac qui est promu, qui s'en sort pas trop mal, qui a un début difficile, François. Rotournac a un début très difficile. Et finalement, ça, ils se sont mis aussi au diapason. Hein. Rotournac s'est mis au niveau tout simplement, il a fait quelques matchs d'adaptation, se roder un petit peu et puis trouver un système de jeu qui leur convient tout à fait. Donc Rotournac sur leur synthétique propose du jeu et devrait sans doute se maintenir s'ils poursuivent sur cette cadence-là, effectivement. Ouais. C'est un peu plus dur pour nos amis capitoliens. Justement. Ils avaient commencé très fort et eux, ils ont basculé un peu sur une série plutôt négative par la suite. Mais je fais confiance à leur coach Thomas Arsac pour les remotiver et pour faire une deuxième partie de saison plus en phase avec leurs objectifs de maintien plutôt à l'aise. Un mot sur Saint-Didier-Saint-Just. On n'en parle pas beaucoup, mais Saint-Didier, Saint-Didier, ils ont une stat, à domicile, ils sont intraitables. Ils ont mis 12 buts en 5 matchs, pratiquement 3 de moyenne. On va dire que normalement à domicile c'est très dur d'aller jouer chez eux. Hein. Je suis allé les voir, chez eux c'est très compliqué. C'est très costaud et puis déjà en élite, en D1 c'était très compliqué de les jouer, ils étaient montés très très rapidement. Et puis j'ai envie de dire c'est presque les plus ligériens, des alti-ligériens en fait. Je vais pas dire que c'est des équipes qui connaissent, mais ils s'adaptent certainement plus vite qu'une équipe comme Loud ou qu'une équipe comme Rotournac à certains styles de jeu. Mais d'ailleurs Tony pourrait en parler parce qu'ils ont joué l'Etra. L'Etra Latour en Coupe de France, ça n'a pas été simple non plus pour le Puy, c'était une R3. Donc pour des équipes de la Haute-Loire, affronter des équipes comme ça qui sont aussi armées, parce que techniquement c'est aussi très fort, hein, je pense que c'est difficile. Ouais, un petit mot. On a affronté l'Etra en Coupe de France, on est tombé sur une très très belle équipe donc qui joue très très bien au ballon. En plus, sur leur synthétique ça allait assez vite, donc on n'est pas étonné qu'ils sont leaders de leur championnat tout simplement. Très bien, on va basculer maintenant le district 1, on va s'arrêter au district 1, où là c'est Dunière qui est leader, on va dire, qui survole un petit peu le championnat, a vaincu, qui a fait un très bon parcours en Coupe de France, qui est encore qualifié en Coupe de l'Haute-Loire face à l'US Blavozy qui aura lieu le 27 janvier à Blavozy, puisque Blavozy ne jouera pas la Coupe Laura Foot ce week-end-là. Guillaume, Dunière, l'année dernière, il y avait retourné avec Eloud, était vraiment au-dessus. Et là, cette année, on a l'impression quand même que le Régional 3 leur tend les bras quand même. Ouais, c'est compliqué cette poule de D1. Après, les équipes, on va dire toujours du côté un peu de la Loire. Pour moi, elles ont un peu une avance au niveau du football, même si les équipes d'Haute-Loire se rattrapent petit à petit. Après, Dunière, ouais, cette année, c'est fort, c'est très fort et ça devrait le faire pour l'instant. Je vois pas qui peut les concurrencer à ce niveau-là en D1. Sachant qu'il y a deux montées en Régional 3, alors je pense que la première place, voilà, à mon avis, elle est acquise pour Dunière. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, la deuxième place, alors là, Fontane qui est promu, qui est là, qui a une ligne d'attaque, honnêtement, pour les avoir vu jouer, ils ont un petit jeune devant qui est exceptionnel. La deuxième place, on a l'impression que là, par contre, là aussi, Vincent, ça va être compliqué à savoir qui va venir gratter cette deuxième. Et puis comme tu dis, l'an dernier, il y avait 2 locomotives. Donc ces deux-là, elles étaient promises à la R3. Et d'ailleurs, elles se maintiendront facilement, à mon avis, à leur niveau. Ouais, pour la deuxième place, il va y avoir une vraie lutte et ça va être une histoire de régularité parce que, comme tu dis, Fontane, attention, c'est très très fort. Et puis à domicile, mis à part le match contre Dunière, ils lâchent quand même très très peu de points, même s'ils sont promus. Hein, ça veut rien dire. Hein, ils ont l'année où ils sont redescendus, ils font, moi j'estime une belle saison d'élite. D'ailleurs, preuve en est, ils finissent quand même en finale de Coupe de la Haute-Loire cette année-là. Ouais, bien sûr. Donc c'était pour dire la qualité de ce groupe. Après derrière, il va y avoir toujours un peu, pas des équipes surprises, mais il y a la Séove. La Séove qui fait son retard petit à petit, qui a, je crois, encore un match en retard, et qui talonne, et qui du coup est en position de chasseur. Et quand on est chasseur, et on a moins de pression, donc on aborde les matchs. Quand on regarde le classement, 3 points séparent le 3e du 8e. Alors autant dire que, avec des matchs en plus, des équipes qui ont des matchs en moins, donc autant dire que c'est très homogène, hein. Honnêtement, cette poule est très homogène. Je pense que par contre, cette année, l'US Bassoise, à mon avis, est condamnée.
Ils sont sur un nouveau cycle. J'avais discuté avec le coach Loïc Clavaron. Ils veulent refaire jouer des jeunes. Ils partent vraiment sur autre chose parce qu'ils ont eu beaucoup de joueurs cadres qui ont arrêté. Et aussi, petite surprise aussi, c'est Guillaume, c'est la réserve d'Espali. Honnêtement, je pense comme tout le monde, on les attendait quand même. Alors, petit bémol, ils ont quand même joué tous les matchs à l'extérieur. Il faut le signaler, hein, en raison des nouveaux stades. Donc ils vont jouer forcément tous les matchs retour à domicile. Mais quand même, on les attendait peut-être un peu mieux, non, Guillaume? Je pense que le fait de ne pas rejouer à domicile, ça vient jouer parce que c'est une équipe qui joue au foot. Il y a des individualités, il y a un groupe, il y a un collectif. Et pour moi, ça devrait aller mieux sur la deuxième partie de saison. Après, il y a un réel manque de confiance. Par exemple, la semaine dernière, on a joué contre Arsac, ça s'est vu. On était peut-être mieux dans le jeu, mais à la fin, on ne gagne pas. Après, on fait des erreurs, moi le premier dans les matchs. Et je pense que ça devrait le faire sur la deuxième partie de saison. Après, ça s'avère compliqué, c'est serré, même si pour l'instant, au-dessus de nous, ça commence à faire l'écart avec Shadrach et Saint-Germain qui a gagné aussi récemment. On verra, mais après, on va tout jouer à domicile et on a une équipe pour faire du jeu. Ça va jouer vite sur notre nouveau terrain, ça va être une galette. Donc. Juste pour conclure sur ce bilan, Stéphane, cette poule de D1, on a l'impression qu'elle évolue, elle progresse d'année en année. C'est ton sentiment aussi, toi qui es proche du terrain depuis des années? C'est mon sentiment. Bon, après, c'est vrai que je vois très peu de matchs de D1, mais la remontée des arbitres, c'est vrai que le niveau de D1 évolue vers le haut. Voilà, dû aux équipes ligériennes, enfin ligériennes qui étaient altigériennes, mais qui évoluaient côté de la Loire? Oui, peut-être un petit peu dû à ça, et puis aussi que nos équipes se préparent peut-être un peu plus, parce que le championnat est plus relevé, donc voilà, il y a des clubs qui recrutent des nouveaux joueurs et qui se préparent peut-être un petit peu plus pour jouer la montée en R3. Très bien. Bon, on va conclure pour le bilan de la saison, on va conclure là-dessus. On va passer au prochain thème qui sera le foot féminin, qui va intéresser forcément Pauline. Donc le foot féminin, Pauline, est-ce que tu penses que le football féminin n'est pas assez mis en avant, avec notamment les matchs le dimanche matin à 10 h? Alors c'est vrai que l'horaire des matchs c'est toujours un peu problématique, surtout en fonction de la programmation des équipes féminines. On va pas se cacher que des fois c'est un peu difficile de se lever pour aller jouer. Après ça montre aussi qu'on est volontaire, qu'on a envie et qu'on est passionné. Pour avoir vécu les matchs à 15 h quand on a évolué en ligue, c'est vrai que c'est nettement plus agréable. On a beaucoup plus de supporters et du coup l'envie de jouer est encore plus forte. En tout cas, on a envie de faire plaisir à nos supporters et c'est vrai que ça serait intéressant de peut-être penser à une autre plage horaire pour les féminines, parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien agréable. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect parce que je suis venu voir des matchs de féminines à 10 h du matin. Quand on sait qu'il y a des seniors qui à 3 h n'arrivent pas à se lever, il faut le dire, il y en a qui ont du mal à se lever, peut-être parce qu'ils se couchent à 10 h, forcément. Le foot féminin, quand même, je trouve que ça apporte une fraîcheur. Et est-ce que tu me confirmes aussi que dans les clubs, Vincent, tu le connais aussi au sein de l'US Blavozy, elles amènent aussi un peps dans les clubs, vraiment, elles prennent le taureau par les cornes, elles sont vachement motivées, elles participent à plein d'événements. Souvent, on a l'habitude de dire que dans les clubs, elles serrent la buvette et les mecs sont derrière en train de boire. Pour imager, mais c'est ça ou pas? Comment ça se passe à Saint-Médard-l'Espalier? On peut dire que c'est un peu des deux côtés. Voilà, on va pas se cacher. Avant tout, notre équipe, c'est une équipe de copines. Jusqu'à il y a 2 ans, on évoluait, on était toujours vraiment dans les premières places du classement de la Haute-Loire. Là ça fait 2 ans que c'est un peu plus compliqué parce qu'on a 2-3 de nos joueuses phares qui ont dû arrêter, alors pour des bonnes raisons, parce qu'il y a des grossesses, ça c'est des choses que vous ne connaissez pas vous, donc c'est sûr que ça peut nous mettre en difficulté. Après, ce qui est difficile aussi en féminine et qu'on ne rencontre pas forcément chez les garçons, c'est beaucoup de filles qui sont infirmières ou alors dans le médical, dans le social, du coup qui sont absentes parfois les week-ends. Et c'est vrai que d'un week-end sur l'autre, en fonction de l'emploi du temps des filles, on peut avoir des compositions complètement différentes, ce qui peut des fois un peu fausser le championnat et ce qui explique aussi des résultats des fois un peu étonnants, et, avec des fois des matchs surprenants d'un côté comme de l'autre. Alors justement, les féminines, Tony, est-ce que tu suis un petit peu le résultat
des féminines du Puy qui ont joué contre l'Olympique de Marseille récemment en Coupe de France. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez les garçons ou pas du tout? Oui, oui, on suit l'actualité féminine, bien sûr. Marc-Antoine Briac qui est adjoint avec nous, donc est coach de la DH féminine. Donc forcément, tous les lundis à l'entraînement, on lui demande le résultat. Donc on sait ce que les féminines ont fait. Donc voilà, on sait qu'elles sont à la lutte pour l'accession, pour la place de barragiste. Donc on suit l'actualité féminine, bien sûr. Pauline, je voulais juste revenir sur une chose. Il y a beaucoup de filles, alors peut-être pas à 11, parce qu'il y a le football à 8, qui se plaignent qu'elles ne jouent pas assez. C'est vrai que quand on regarde un peu la compétition du football à 8, il y a énormément de poules. Mais quand on regarde dedans, il y a très peu d'équipes. Très peu de matchs. Récemment, il y a Elodie Exbria de l'US Lantria qui s'en plaignait, et j'ai eu d'autres aussi échos. Est-ce que c'est quelque chose que aussi tu ressens? Est-ce que il vaut mieux jouer à 11 en fait finalement en district qu'à 8, c'est plus simple? Alors complètement, hein. Nous on a eu la chance de jamais évoluer à 8 parce qu'on a toujours eu l'effectif, même si c'est toujours un peu difficile de se maintenir à 11. Je pense que c'est un jeu complètement différent, qui est incomparable à mon sens. Après c'est sûr que ça met en difficulté aussi, je trouve, le foot féminin parce que le fait qu'il y ait plusieurs équipes à 8 qui se soient créées, ça rend aussi le recrutement difficile pour les équipes à 11. Et d'autant plus, comme tu l'as dit, que c'est des championnats où il y a très peu de matchs, où il est difficile de créer et de former un groupe, d'apprendre à jouer ensemble. Et du coup, je pense qu'en effet, c'est hyper frustrant parce que elles s'entraînent tout au long de l'année pour faire très peu de matchs. Nous, cette année, on a une poule un peu plus fournie, même si, moi, ça fait 13 ans que je joue au foot, 13 ans que je rencontre un peu toujours les mêmes équipes. Après, on apprend à se connaître, ça crée des affinités aussi, hein. Donc, c'est sympa, mais voilà, on a un peu toujours l'impression de rejouer le même championnat. Sur ce football-là, qui est très présent en Haute-Loire. Il faut signaler que le département de la Haute-Loire est quand même bien loti au niveau du foot féminin. Ouais, effectivement, ouais. Si j'ai les chiffres en tête, c'est 13% de féminines dans le département, donc c'est déjà bien. On est parti très loin il y a une dizaine d'années, hein. C'était peut-être 1%. Et c'est vrai que c'est une belle visibilité sur cette pratique féminine qui est la Coupe du Monde en début d'été 2019. Ouais. La possibilité, Vincent, de récupérer encore des jeunes filles licenciées pour les clubs. On sait ce que c'est, un effet Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les masculins, hein. C'est-à-dire que l'effet Coupe du Monde génère plus de licenciés, même au niveau des filles, et puis d'autant plus que là c'est en France. Et puis on a entre guillemets aussi la chance d'être limitrophe de la métropole lyonnaise, hein. Et l'Olympique lyonnais, c'est une référence du football féminin aujourd'hui. Donc on a certainement plus de facilité quand on est de la Haute-Loire, quand on est une jeune fille, moins jeune, de la Haute-Loire, à vouloir se mettre au foot parce qu'on voit évoluer l'Olympique lyonnais dans les conditions quasiment professionnelles, voire même professionnelles. Titrée championne d'Europe je ne sais combien de fois, l'équipe de France au JO, au championnat du monde. Donc non, il y a encore un bel avenir à mon avis pour le foot féminin qui est vraiment en constante progression chez nous. Il manque, je pense, peut-être un parcours de l'équipe de France féminine. Ouais, on espère quelque chose pour la Coupe du Monde comme leurs homologues masculins sur 2018, hein. C'est peut-être ça qui peut encore plus lancer. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que les phases finales, beaucoup de matchs se dérouleront à Lyon. Donc on pense que le public attigérien répondra présent pour aller voir ces rencontres. Ouais. Une dernière question, Pauline. La Coupe départementale génère beaucoup de passion aussi au niveau féminin. L'année dernière, j'étais à Craponne pour les deux finales à 8 et à 11. Il y a un engouement extraordinaire. Par contre, beaucoup de gens me rapportent un petit bémol sur la Coupe à 11 où en gros c'est toujours le Puy, Saint-Julien. Alors bien sûr j'ai rien contre ces deux équipes, il n'y a pas de problème. Mais on sent que les filles aimeraient peut-être changer un peu de formule parce que in fine c'est toujours une des deux équipes qui l'emporte. C'est vrai qu'il y a un peu de frustration parce que quand on s'engage, généralement on sait que ça risque d'être très très difficile d'accéder en tête d'affiche. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de créer une autre coupe sur le même système que la Régis Faille chez les garçons. Après, pour revenir un petit peu sur la Coupe de Haute-Loire, cette année, je pense qu'il y a une équipe qui peut créer la surprise et je pense que Shadrach a ses chances et peut accéder peut-être à la finale et pourquoi pas l'emporter. Elles ont vraiment fait un beau parcours depuis leur création, hein, quand même. Un beau parcours en Coupe de France cette année aussi. Oui, exactement. Hein, elles ont quand même été juste avant le premier tour fédéral. Oui, c'est ça. Elles ont été battues par Chili, mais c'est sûr que en tout cas, c'est vraiment à noter que depuis leur création, elles ont évolué. Et puis, vraiment, c'est une équipe avec de l'expérience et de belles qualités techniques. Donc, je leur souhaite un beau parcours en Coupe de Haute-Loire. Bon, on va conclure sur le foot féminin. On va passer au sujet suivant qui sera l'arbitrage. Bon, alors, en plus, on a à nos côtés Stéphane Pouzol. Alors, Stéphane, plus de 1000 matchs arbitrés depuis 1991.
Oui. Franchement, énorme respect. Alors moi, qui ai lancé il y a un peu plus de 2 ans et demi Haute-Loire Football, c'est vrai que je ne connaissais pas le milieu des arbitres. Donc forcément, de par l'activité, je suis amené à les côtoyer. Et je me suis aperçu, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, je me suis aperçu que derrière l'arbitre, il y a un homme comme tout le monde qui est passionné, qui peut faire des erreurs, comme un joueur loupe un penalty, loupe un contrôle. Et on a tendance à plus excuser un joueur qu'un arbitre. Quel est ton sentiment là-dessus, Stéphane? Ben oui, je pense que vous le voyez chaque week-end sur les terrains. Un joueur qui loupe un contrôle, qui loupe un but, qui est tout fait, qui loupe un penalty. Les spectateurs vont pas s'acharner sur lui, alors que l'arbitre qui va soi-disant se tromper, c'est vrai qu'il est plus vite pris à partie. Alors bon, il faut faire avec. Après, c'est vrai que c'est assez régulier quand même. Mais bon, il faut que la passion reste. Voilà, moi c'est vrai que j'ai passé mon examen district en décembre 91. J'ai eu la chance, ou la malchance peut-être que de faire que 2 années en district. Après j'ai tout de suite passé l'examen Ligue. Où c'est vrai que comme un footballeur, plus on monte et plus c'est intéressant, plus c'est facile. Enfin facile entre guillemets quoi, mais voilà, c'est bien qu'en Ligue, moi quand j'ai commencé, on n'était qu'un arbitre officiel. Un seul arbitre qui faisait Ouais, ça. ce que tu nous disais. Ouais. Voilà, c'était après les assistants, c'était des arbitres bénévoles comme en district actuellement. Donc c'était encore plus difficile. Bon, maintenant, après, ça a progressé, puisque jusqu'en R3, il y a 3 arbitres officiels quasiment tous les matchs. Notamment maintenant avec la fusion Rhône-Alpes, où il y a beaucoup plus d'arbitres. Donc en général, c'est rare qu'il manque un arbitre en R3. Donc un trio, c'est toujours mieux, même si on arbitre pas souvent avec les 3 mêmes, mais ça permet de faire des connaissances et puis de progresser aussi, parce que on apprend toujours, même avec une carrière comme la mienne, avec des arbitres qui arrivent, on apprend toujours des choses. C'est pas parce qu'on est plus ancien que c'est nous qu'on va leur apprendre, hein. Au contraire, hein. On est là pour les aider de temps en temps, mais dans l'arbitrage, à chaque match, on apprend des choses, quoi. Voilà. Tony, en National 2, l'arbitrage, ça fait un moment que tu côtoies le National 2 justement. Est-ce que les arbitres pour toi sont bons? Est-ce que tu as déjà eu affaire à des arbitres? Bon, forcément, à un moment donné dans ta carrière, mais est-ce que tu es assez satisfait du niveau d'arbitrage en National 2? Non, oui, cette année, en cette première partie de saison, on a eu affaire à des arbitres qui étaient assez compétents. Donc, ce qui était bien, c'était qu'ils étaient assez ouverts au dialogue. Donc, on pouvait discuter avec eux, nous expliquer les fautes, ce qui allait ou ce qui allait pas, et le comportement à avoir. Donc, non, on a eu des très très bons arbitres jusqu'à maintenant. François, un mot sur l'arbitrage. On va dire aussi que tu évolues en District 2 avec l'équipe du Monastier. Donc tu vas faire tous les week-ends aux arbitres. Est-ce que tu trouves déjà que les arbitres en Haute-Loire sont assez ouverts? Est-ce qu'ils sont assez compétents entre guillemets? Quel est ton avis là-dessus? Les arbitres d'Haute-Loire sont plutôt des arbitres sympathiques, hein. On arrive à dialoguer avec eux assez facilement, que ce soit avant le match, même pendant le match et après le match. Voilà, on peut refaire un peu le match avec eux. Et c'est vrai que les arbitres, ils sont notés, ils ont des examens là aussi, ils ont peut-être une certaine pression là-dessus et ça leur permet de travailler un peu et ils sont de plus en plus compétents, c'est vrai. Vincent, sur l'arbitrage en Haute-Loire? Je crois que ton père en plus était arbitre. Oui, alors moi le problème c'est que je râle beaucoup sur un terrain, mais pourtant je suis fils d'arbitre. Alors t'es pas le seul, hein. Vincent, j'ai envie de dire quand tu joues. Quand je joue, rappelle. Mais non, je râle modérément, c'est pas vrai. Mais on parlait tout à l'heure du niveau de la D1 qui évolue. Oui. Je pense que ça évolue en termes de jeu, par exemple. Le jeu est plus fluide, les équipes construisent plus, ça joue plus au football. Donc j'ai envie de dire mécaniquement, l'arbitrage est plus fluide également. J'imagine qu'il y a des matchs, mais Stéphane, tu nous le diras, qui sont compliqués parce que le jeu est compliqué. Ça balance beaucoup, il y a beaucoup de duels, le terrain est peut-être un peu moyen. Donc forcément, des fois, le jeu fait le match aussi de l'arbitre. Je sais pas si je me fais vraiment bien comprendre. Mais donc du coup, le fait que le niveau aussi évolue en Haute-Loire d'un point de vue footballistique fait que les arbitres ont peut-être plus de facilité aussi à arbitrer vraiment peut-être plus relâché, même si j'imagine qu'il y a des matchs qui sont compliqués même chez nous. Mais je suis d'accord avec François, on n'a pas à se plaindre quand on est dans un département où la passion prime quand même sur le côté râleur, j'ai envie de dire. Donc, et puis c'est vrai qu'ils sont assez sympas. C'est vrai, Stéphane, qu'on a rarement des événements un petit peu dramatiques, comme on peut le voir dans d'autres districts, hein, pas très loin de chez nous. C'est rare, oui. Cette année, je touche du bois, mais on a la chance de ne pas en avoir eu. On en a eu les années précédentes, malheureusement. Après, on n'est pas à l'abri d'un incident, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un département où c'est assez calme. Voilà, par rapport à ce qu'on peut voir sur certains terrains de la Ligue Laura Foot maintenant, on est quand même assez tranquille. Donc, pourvu que ça dure. Guillaume, sur un terrain, t'es comment?
Ouais, ça va, c'est mitigé. J'ai tendance à râler aussi, mais ça va, ça reste correct. Après, comme l'a dit Vincent, pour moi, il a bien résumé. Le niveau a évolué, donc les arbitres, automatiquement, quand ça joue plus, quand il y a moins de coups, moins de contacts, ben, forcément, c'est plus facile d'arbitrer. Après, pour évoluer de temps en temps en D3, le principal problème, c'est que ça manque peut-être d'arbitres de touche à ces niveaux-là, et c'est souvent ça qui fait que, on va Ouais, dire tout à que fait, ce que j'allais les dire. matchs partent un peu en vrille. L'arbitre perd peut-être le contrôle du match parce qu'il y a beaucoup de tension, des joueurs qui se connaissent. Donc c'est compliqué, je pense, pour les arbitres du centre, qui sont pas forcément mauvais à ces niveaux-là. Mais comme l'a dit Vincent, Qui n'est pas trop aidé en fait, finalement il est tout seul. Il n'a pas voilà, d'assistant il pour est pas le aidé du soutenir. tout. Ça râle dans les deux sens et je suis le premier à me dire des fois, j'aimerais pas arbitrer. Je suis bien content d'être sur le terrain et ça, c'est pas une situation facile. J'en suis conscient, même si je suis le premier à râler de temps en temps. Alors Pauline, le foot féminin, moi, le peu que je suis allé voir les filles, moi j'ai toujours trouvé très respectueux, ça siffle, ça dit rien, ça se replace. Alors toi tu m'as dit en off, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais quand même, il y a quand même une certaine. Je trouve qu'il y a un peu plus de respect du corps arbitral chez les féminines. Alors oui, je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense que nos bénévoles n'auraient pas le même discours que toi. Ils trouvent que ça piaille beaucoup sur un terrain de foot, hein, féminin. Voilà, on a tendance à râler un petit peu, mais bon, après, ça reste bon joueur. Par contre, je tiens vraiment à remercier les arbitres qui nous arbitrent bénévolement tous les dimanches matins quand même, il faut le savoir. Nous, on n'a pas d'arbitre officiel. La seule période où nous, on a eu affaire à des arbitres officiels, c'est quand on a évolué en ligue. C'est vrai que c'est appréciable parce que du coup, ça cadre le match et ça évite certains débordements. Et puis, voilà, ça amène une autre rigueur. Stéphane, est-ce que y a la formation des jeunes, ça continue de progresser, d'évoluer justement? Je crois que tu voulais parler d'une formation. Oui. Cette année, on a fait 2 formations, donc Le Pertuis et Brioude, où on a eu la chance d'avoir pas mal de jeunes. Donc c'est vrai qu'on manque toujours d'arbitres, puisqu'on doit être à 120, 130. Et pour couvrir jusqu'à la D4, il faudrait qu'on soit à peu près 180, 200. Largement, parce qu'avec les blessés, les indisponibilités. Donc c'est pour ça que, à la demande de certains clubs par rapport au statut d'arbitrage, donc qui doit être validé jusqu'au 31 janvier, on va organiser une nouvelle formation d'arbitres, donc jeunes, seniors, féminines, qui se déroulera les 11 et 12 janvier et 18 et 19 janvier au district de football. Donc voilà, c'est suite à la demande des clubs, on va faire ce petit effort, nous, parce que bon, c'est du bénévolat aussi d'organiser ces formations. On le fait à la demande des clubs pour leur rendre service. Donc pour le moment, on n'a que 5-6 candidats. Donc c'est paru sur le site du district. Et puis bon, j'espère qu'il y a quelques clubs qui m'ont appelé déjà parce qu'ils se posaient la question de savoir s'ils allaient être en règle, s'ils montaient l'année prochaine, ce qui allait se passer. Donc peut-être qu'ils vont nous envoyer d'autres candidats. Alors pour revenir sur les féminines, on a une seule arbitre féminine donc, qui joue à Saint-Just-à-Chapteuil, qui a passé l'examen au Pertuis là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les féminines dans le football, si elles sont intéressées, qu'elles ont un potentiel physique intéressant, elles peuvent gravir les échelons très rapidement. Voilà. Comme exemple, on a une collègue qui est sur Clermont, qui arbitre en Fédéral 2 féminine en 3-4 ans d'arbitrage. Donc c'est quand même une opportunité intéressante, parce que les garçons, en 3-4 ans, vous ne serez pas en D2 ou en Ligue 2. Hein. Mais bon, voilà, donc si on pouvait recruter quelques féminines, donc avec la Coupe du Monde, il y a eu, je crois qu'elles ont été invitées pour les matchs amicaux à Saint-Étienne et Grenoble, avec quelques dirigeantes, donc c'est essayer de promouvoir ça. Voilà, donc s'il y a des candidates qui sont intéressées, nous on prend tout le monde, hein, on refusera pas des candidatures d'arbitre. Hein. Bon super. Merci à tous d'avoir participé à l'émission, qui est presque terminée. J'ai bien dit presque terminée parce qu'on vous a réservé une petite surprise. Donc on va accueillir Mouchcrack, que tout le monde connaît. L'Amblavez. Ah oui, le fan. Mouchcrack. Voilà, Mouchcrack qui va se présenter, qui va nous faire une démonstration de casse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, que la casse, en fait, c'est casser des briques, de l'agglo. Voilà, donc il est venu avec son maillot de l'Amblavez, il va nous faire une petite démonstration, puis on fera une petite interview après. Donc Mouchcrack, bon, ça c'est à toi de jouer. Tony, je crois que tu le connais un petit peu. Hein, je crois qu'il t'a demandé plusieurs fois un maillot. Donc on va laisser Mouchcrack se... On te laisse faire, Mouche? Attention.
Félicitations, Mouchcrack. J'en ai une quatrième. Ah, petite surprise. Je demande à Tony. Ah, Tony, va falloir que tu assistes Mouchcrack. La quatrième, elle est où? Elle est dehors. Attends, on va chercher donc du coup, tu expliques à Tony ce que tu vas lui demander. Ouais. Attention, le match, ça va. Faut pas le blesser. Ouais, ouais, mais je vais demander, avant. C'est le goléador, hein. Faut pas le Je blesser. j'ai demandé en demandant. C'est une brique. Avec des Pour serviettes. être sûr, je lui ai dit, par contre. Ça va être ça, il n'y a rien de compliqué. Bah, tu vas te mettre là. Ah. On a changé les programmes. Ouais, on a changé les programmes parce que c'était plus facile pour toi et moins difficile pour moi. Le truc, c'est que c'est simple, tu vas te mettre comme ça, une jambe devant, comme dans les arts martiaux. Voilà. Ouais, comme ça. Éclate-toi. Comme ça. Une jambe devant, droitier, gaucher. Là, comme ça, une jambe comme ça. La derrière, le pied dans le même alignement de la marche. Tu descends ton genou, tu tournes ton genou, les épaules droites. Et là, tu la tiens comme ça. Faut bien que tu la prennes au milieu. Et là, on va faire comme la première que j'ai faite, coup de pied à la grille. Surtout, tu lèves pas et tu recules pas. C'est le plus important. Et quand il y a l'impact, faut que tu tiennes là. Vraiment. Comme si tu tenais un ballon après que tu as marqué un pénalty. Pareil. Un respect, hein. Félicitations, la mouche. Tony, impressionnant, Vous Mouchcrack. voyez, c'est cassé. Oui, très impressionnant, franchement. Tu peux toucher, j'ai touché en off. Il y a vraiment de la force, je sais pas comment il fait, mais franchement, c'est impressionnant. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force, c'est tout dans la respiration et dans le nerf. Le nerf qu'on travaille. Merci. C'est tout dans la transpiration et le nerf qu'on travaille dans les bras. On a des morceaux et des vaisseaux et des morceaux de nerfs, comme on dit, dans le corps, qui permet de nous de frapper n'importe quel objet, n'importe quelle personne, au cas où, parce que je pratiquais les arts martiaux depuis 17 ans, ce qui est pas mal pour certains diraient, et pour d'autres très peu. Mais le truc, c'est qu'en 17 ans, j'ai pratiqué, ça m'a permis de canaliser mon énergie, et si quelqu'un, par exemple, qui m'agresse dans la rue, je sais me défendre. Voilà. Félicitations à toi en tout cas. Merci. Mouchcrack, juste un mot sur ta passion, parce que je vois que tu as le maillot de l'Amblaves Voray. Tu es reporter, tu suis tous les matchs de Voray, et ça vraiment c'est à mettre en avant. Pourquoi cette passion justement de suivre cette équipe de Voray? Pourquoi Voray? Parce que moi, ça fait dans un mois, ça fera 25 ans que j'habite à Voray. J'ai toujours aimé ce petit village, comme certains diraient. Pourquoi Voray? Parce qu'il y a certains diraient une mauvaise mentalité, mais moi je trouve ça une très bonne mentalité à Voray. Il lâche jamais rien. Comme vous avez dû voir un peu tout le monde par rapport au reportage que j'ai fait. En début de saison, ils ont craqué. Il y a eu un problème, Vichy, QC et Vergonjon. Et derrière, avec Alexandre Ponviane, ils ont su, les hommes, se remobiliser. Et moi, j'aime ça, que les gens, ils arrivent. Peut-être qu'il y a un moment, ils vont mal, mais après, ils reviennent. Et comme tu as dû voir, là, pour l'instant, ils sont 7e avec 15 points, je crois. Et ça, c'est arrivé depuis que je suis tout petit. C'est quand j'ai vu mes parents qui me ramenaient des souvenirs quand j'étais comme ça, qui m'appelaient mon canard dans les vidéos, ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai voulu ramener des souvenirs. Parce que dans 40 ans, dans 50 ans, on se rappellera du but, de la tête, en finale. Que c'est magique. Voilà. Ça, faut le mettre en avant, parce que je sais qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Mouchcrack, souvent moqué, souvent voilà. Et moi, je trouve que tu fais un travail remarquable. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce que tu as fait. Tu pensais être capable de le voir faire ça? J'avais déjà vu des vidéos, mais en vrai, c'est pas pareil. Hein. En vrai, c'est différent. Franchement, c'est impressionnant. Donc, tout le mérite t'en revient. En tout cas, moi, je te remercie en tout cas de continuer à faire tes vidéos pour Voray. Voilà, donc l'émission touche enfin à son terme. Moi, je voulais remercier tous les étudiants en BTS audiovisuel d'avoir participé à cette émission. Je remercie mes invités. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est passé encore une fois très très vite. Je voulais vous souhaiter à tous un bon Noël, de passer de bonnes fêtes. C'est important de pouvoir se ressourcer en famille.
Voilà, et puis moi je voudrais personnellement, désolé, dédier cette émission à, à Pierrot Gasser qui nous a quittés récemment. Merci, bonne soirée.